Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, plus de débrief, la saison est finie, ça y est, c'est triste, c'est bien triste, on est en train de vivre des heures sombres avec l'intersaison. Plus de Monaco, plus de match, plus de débrief, il n'y a plus rien, c'est la mort du football. Non, blague à part, c'est la trêve, ça y est, c'est fini, la saison est terminée. Heureusement, c'est bientôt l'Euro. On va avoir un petit peu de foot à se mettre sous la dent. Mais là, je pense que c'est l'heure du bilan. Ça y est, Monaco a fini il y a quelques jours, quelques semaines la saison. Et donc, comme chaque année, je fais une petite vidéo bilan. Et donc, c'est l'heure de parler d'objectifs, alors, pas de chiffres, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste des chiffres et je ne vais pas rentrer dans les statistiques ou dans les chiffres à proprement dit. Non, on va essayer de réfléchir ensemble au bilan, à l'ensemble de la saison, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les satisfactions, les problèmes rencontrés, les choses qui ont été, les choses qui n'ont pas été, voilà, tout ce qui peut un petit peu influer tout au long d'une saison. Et donc on va revenir un petit peu sur les objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints ou est-ce qu'ils n'ont pas été atteints? Et avec l'AS Monaco, eh bien, cette année, on peut dire que ça a été plutôt atteint. Voilà, ça a été une bonne saison. Il y avait que 2 compétitions à jouer. Autant dire que ça a été une ratée et une réussie. Le championnat a été réussi, même si on aurait pu attendre encore mieux du club. Et en Coupe de France, ça a été complètement raté parce qu'on s'est fait sortir par une équipe inférieure et qu'on a fait de la merde encore une fois à ce niveau-là. Donc pas de trophée. Le seul titre qu'on aura cette saison, c'est celui de vice-champion de France, parce qu'on a fini 2e derrière le PSG avec 67 points. Et globalement, on va dire que c'est une saison très réussie avec le retour en Ligue des Champions. Alors, à travers cette saison, avant de parler des joueurs, on pourrait parler du travail de l'entraîneur, parce qu'on a eu un nouveau coach cette saison, 2023-2024, c'est l'Autrichien Adi Hütter qui est arrivé en début de saison. On ne savait pas trop où on allait après Philippe Clement. On savait qu'avec Philippe Clement, il y avait eu des bonnes choses et des choses un peu moins bonnes. On avait surtout la saison passée un écroulement de l'équipe en fin de saison qui nous avait fait rater tous nos objectifs. Donc on avait absolument tout raté. Que ce soit la Coupe d'Europe, la Coupe de France et le championnat, on s'était retrouvé sans Coupe d'Europe cette saison. Et donc il a fallu rebâtir un nouveau projet avec un nouveau coach. Donc Adi Hütter est arrivé. Alors, je ne vais pas refaire son parcours, vous le connaissez tous, mais on a découvert un style, on a découvert un homme, on a découvert un style de jeu, une philosophie de jeu, un football plutôt engageant, c'est-à-dire qu'on a découvert un entraîneur qui, sans se mentir, a envie d'aller vers l'avant, tout pour l'attaque, marquer des buts. C'est vraiment l'offensive avec tous les paramètres que ça peut engendrer. L'offensive. Cette année, on a eu des gros soucis défensifs, mais à travers ses interviews, à travers ses déclarations, on a quand même vu un coach qui avait conscience de ça, qui ne se posait pas trop de soucis et qui ne se posait pas trop de questions à travers l'aspect défensif et qui, de toute façon, sa priorité étant l'attaque, le jeu vers l'avant et les buts, nous a amené à une équipe un peu coupée en deux, avec des gros soucis défensifs et des grosses qualités offensives, qui a réussi à mettre en avant plein de joueurs, des attaquants, malgré les absences, malgré les suspensions, malgré les blessures. Et donc moi, ce que je retiendrai du style Hütter, c'est ça, et c'est sûrement ce qu'on va retrouver l'année prochaine. C'est un jeu vers l'avant, très peu de verticalité, vraiment un jeu basé sur l'offensive, avec beaucoup de spectacles, beaucoup de buts, et des prises de risques défensives, avec tout ce que ça peut engendrer sur le plan tactique qu'il a réussi à mettre en place avec des joueurs qu'il a fait progresser, avec des joueurs qui ont plutôt confirmé. Et donc, encore une fois, pour Adi Hütter, on va dire que pour lui aussi, c'est une saison très réussie. Alors maintenant, j'aimerais parler un petit peu des joueurs. Alors, je vais sûrement en oublier. Je vais parler de tout l'effectif, je vais parler de tous les joueurs sans rentrer dans les détails chiffrés, je ne vais pas rentrer dans les statistiques. Ça, il y a des gens qui le font très bien sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je vais vraiment parler de mon ressenti à moi sur les joueurs, sur l'effectif et sur l'ensemble des joueurs qui ont composé toute la saison
Et je vais essayer de parler par zone, parce que je ne vais pas les prendre un par un. Je pourrais prendre une feuille, un crayon, et vous parler de chaque joueur, chaque remplaçant, chaque titulaire, tout ça. Non, je vais essayer de parler par zone. Et je vous le dis tout de suite, je vais oublier des joueurs, et c'est normal, parce que je vais essayer de mettre en avant ceux qui m'ont marqué, ceux qui ont le plus joué. Je ne vais pas parler, par exemple, de joueurs qui n'ont pas mis un pied sur le terrain de la saison, ou qui ont très peu joué. Donc on va essayer de parler par zone. Donc on va commencer par les gardiens de but. Et là, il y a quelque chose d'important à dire cette saison, c'est qu'on a eu une vraie révolution, avec un entraîneur qui n'a pas eu peur de changer ses méthodes et ses choix. Parce qu'on a commencé avec Philippe Keun. Philippe Keun qui est arrivé cette saison pour être titulaire, voilà, pour remplacer Nubel. Et on a vu très vite que au fil de la saison, c'était un gardien plutôt correct, plutôt bon, mais qui avait quand même de grosses lacunes et qui a fait beaucoup d'erreurs et qui nous a coûté des points, qui nous a coûté des buts et qui n'a pas beaucoup plu à Adi Hütter. Et j'allais dire à la moitié, aux 3/4 de la saison, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est-à-dire que l'entraîneur a décidé de changer de gardien, et c'est le gardien numéro 2 qui est devenu gardien numéro 1. Donc c'est le Polonais Majecki qui a repris la place de titulaire dans les buts, et il y a eu du changement, il y a eu des performances excellentes, et là on a réussi à avoir une transition cette année très intéressante entre le gardien numéro 1 qui est devenu numéro 2 et le gardien numéro 2 qui est devenu le numéro 1. Et autant dire que Majecki a fait une très bonne saison, parce qu'on a vu un gardien sûr de lui, confiant, costaud, faisant des arrêts décisifs, ne prenant plus beaucoup de buts, qui impressionnait dans certaines rencontres, que ce soit en Coupe de France ou en championnat. Et donc il est devenu titulaire, et visiblement l'année prochaine, c'est lui qui va être titulaire assuré, en ayant prolongé son contrat, et en ayant fait une fin de saison formidable. Donc au niveau des postes de gardien, il y a eu des choses très importantes qui sont passées cette saison. Keun a raté sa saison, et Majecki a réussi la sienne, en travaillant sûrement beaucoup à l'entraînement, et en faisant des performances XXL dans une équipe qui prenait quand même pas mal de buts. Donc voilà. Donc je ne vais pas parler de Liénard qui n'a pas joué de la saison, le jeune. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire au niveau des gardiens. Au niveau de la défense, alors au niveau de la défense, on a eu, première chose, blessure grave, importante, Caio Henrique qui nous quitte dès le début de saison et qui a été remplacé par Jacobs et Ouattara. Sur le côté gauche, on a vu quand même 3 joueurs disponibles qui ont pu disputer toute la saison à 2, parce que Caio Henrique s'est fait les croisés et a complètement disparu. Donc on va pas parler de Caio Henrique, si ce n'est qu'il est revenu en fin de saison et qu'il a été très bon. Mais on va parler de Jacobs et Ouattara qui pour moi ont été plutôt à la hauteur, même si le niveau est vachement plus bas que Caio Henrique, mais Jacobs a dépanné beaucoup, avant de se blesser lui aussi, et Ouattara a pris quasiment le poste de titulaire sur pas mal de matchs, avant de mettre Diatta dans un système un peu hybride. Donc voilà. Au niveau des systèmes, j'aurais pu en parler avec Adi Hütter, mais il a changé 15 000 fois de système, donc c'était très difficile de le suivre. Il s'est souvent adapté aux adversaires ou à son groupe par rapport aux suspensions et par rapport aux blessures. Mais Ouattara a quand même joué pas mal de matchs, Jacobs aussi. Et donc sur le côté gauche, on a eu quand même du bricolage qui a plus ou moins bien fonctionné en l'absence de Caio. Côté droit, pareil, Vanderson qui a été blessé aussi pas mal de saisons. Donc Diatta a joué arrière droit. Singo a joué arrière droit, donc Vanderson, Singo, Diatta, ça a quand même pas mal changé dans des défenses à 4 ou à 3, et on va dire que la grande satisfaction, c'est Singo, qui lui a réussi à dépanner dans l'axe et côté droit. Vanderson a une saison un peu moyenne, je trouve qu'il a été beaucoup moins étincelant que les saisons précédentes, et donc c'est même Diatta qui en fin de saison lui est passé devant dans un placement un peu hybride pour un joueur qui, Diatta, lui, est plus ou moins attaquant, ailier droit, piston, mais alors pas du tout arrière droit pur. Donc vous voyez, on a beaucoup bricolé sur les côtés, et au final, ça s'est plus ou moins bien passé au fil de la saison. Dans l'axe, ça a été riche, parce qu'on a quand même fait beaucoup de matchs en défense à 3, donc il y a eu Kerrer qui est arrivé en janvier,
Il y a eu Singo, il y a eu Maripane, il y a eu Salissou qui a été blessé, Maripane qui a été blessé. Beaucoup de blessures qui fait que Hutter a bricolé. On a changé absolument tout. Mais la vraie satisfaction, c'est Singo qui, lui, a joué un petit peu plus et qui a été vraiment très fort cette saison. Mais ça, on y reviendra dans les satisfactions. Mais on a vu que globalement, on a eu un système défensif pas très costaud, mais qui a dû s'adapter à des tas et des tas de systèmes et à des tas et des tas de dispositifs, avec donc Salissou, qui a fait une saison plus ou moins correcte, Maripane, qui lui, pour le coup, est sur la pente descendante et qui se dirige tranquillement vers la fin. Kerrer qui a plutôt pas mal dépanné et qui a prolongé, donc qui au final a fait une bonne saison avec nous. Mais tout ça fait que ça pose pas mal de questions sur la saison prochaine et sur la suite des événements, avec globalement un système défensif pas terrible, mais qui aura quand même fait le travail dans son ensemble. Au milieu de terrain, on a eu quand même la doublette, la triplette Fofana, Camara, Zakaria, qui a quand même pas mal joué avant de se blesser eux aussi. Vous allez voir que le mot blessure va sortir beaucoup de fois de ma bouche, parce qu'on a eu une saison cataclysmique à ce niveau-là. Mais on va dire que la doublette Fofana, Zakaria, c'était plutôt pas mal. Pas miraculeuse dans le sens où Zakaria a eu des performances en dents de scie, alors que Fofana, lui, il a commencé un peu bien, il s'est un petit peu effacé à la mi-saison et est reparti, lui, pour le coup, en fin de saison pour être au top, a commencé à marquer pas mal de buts et s'est préparé pour l'Euro parce que Didier Deschamps l'a appelé. Donc, voilà, un joueur qui va sûrement partir, un joueur qui aura fait pas mal de saisons à Monaco et qui aura fait une bonne saison malgré tout, avec Zakaria, qui lui aussi devrait être encore plus fort l'année prochaine, et Camara qui lui pour le coup a été rétrogradé un petit peu sur le banc par rapport à l'année dernière, avec des matchs en dents de scie. Lui aussi a été blessé, il a été suspendu, donc il a beaucoup moins joué, et ça c'est ce qu'on peut retirer comme information cette saison. Et là, Camara, je ne parle pas de son histoire avec l'homophobie et son histoire de drapeau et de scotch et de machin, ça je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu ridicule. Bon, là, on va rentrer dans la phase difficile, la phase offensive. Alors, la phase offensive, c'est toute la clé du succès de l'AS Monaco cette saison. C'est le quatuor offensif qui a quand même mis en avant 3, 4, 5, 6 joueurs différentes. Au niveau des milieux offensifs, on a eu les jeunes qui ont beaucoup brillé, Ben Seguir et Akliouche. Akliouche qui a été une des révélations de la saison, mais on y reviendra. Mais on a eu Minamino, on a eu Golovin, voilà, qui ont apporté beaucoup dans le succès de la saison, avec des buts, avec des passes décisives, avec des performances extrêmement élevées. Donc Minamino qui a été complètement revigoré cette saison par rapport à une année passée qui était catastrophique. Là, il a été très bon. Franchement, je l'ai trouvé très bon. Il nous a amené beaucoup de choses, beaucoup de vivacité, beaucoup d'intelligence de jeu, beaucoup de passes décisives. Vraiment un apport tactique, technique très important, une intelligence de jeu folle. Et donc dans le dispositif d'Hutter, je pense que c'est un cadre important. Golovin, pareil, même s'il a été suspendu beaucoup pour des conneries de comportement. Et derrière, il y a Akliouche qui a poussé, il y a Ben Seguir qui a poussé, Ben Seguir qui lui aussi a été beaucoup blessé. Mais la révélation, c'est Akliouche. Et là, pour le coup, lui, la saison prochaine, ça peut être un titulaire puissance 1000 avec des performances de très haut niveau en fin de saison. Donc Ben Seguir, Akliouche, Minamino, Golovin, tout ça derrière une attaque qui aura brillé aussi pas mal avec de la rotation. Hein. Mbolo qui lui aussi a fait comme Caio Henrique, a disparu des radars parce qu'il s'est blessé gravement, s'est fait les croisés aussi. On a eu beaucoup de croisés cette saison. Vraiment le point noir de la saison, c'est les blessures et la Coupe de France. Mais au niveau de l'attaque, voilà, on a eu quand même un Ben Yedder qui a mis pas mal de buts. On a mis Balogun qui en a mis aussi, mais qui s'est un petit peu éteint, lui, après avoir commencé un peu fort. Il s'est vite pris les pieds dans le tapis et nous a fait une saison à la Minamino. Balogun a fait une très mauvaise saison, on va pas se mentir. Ben Yedder qui a tenu la corde. Et Mbolo qui est revenu sur la fin. Donc on a vu Hutter qui a changé les dispositifs aussi offensifs en mettant des fois 3 milieux offensifs, un attaquant, 2 milieux offensifs, 2 attaquants. Donc Balogun, Ben Yedder, Mbolo, Balogun, Mbolo. Et après, derrière, il y avait tous les petits jeunes qui essayaient de pousser derrière, mais qui
ont très très peu joué, à l'image de Michal, à l'image de jeunes comme ça qui étaient sur le banc mais qui ne rentraient absolument jamais. Donc, vous voyez, le système lutteur, finalement, quand on parle des joueurs, ça a été le révélateur offensif avec ce quatuor de milieu de terrain, les jeunes et les expérimentés, avec une attaque qui était tout le temps en mouvement par rapport à un dispositif à 1 ou à 2 attaquants. Donc voilà, donc tout ça, ça a été le grand bricolage de l'effectif, parce qu'avec les blessures et les suspensions qui nous ont pourri toute la saison, Hutter aura quand même réussi à nous amener deuxième du championnat, avec des hauts, des bas, des catastrophes industrielles sur certains matchs, des réussites, une fin de saison en trombe. Donc voilà, une saison bizarre, mais très 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 positive au final. Au niveau des joueurs, j'ai dû en oublier. J'ai dû oublier les jeunes. J'ai pas parlé de Koulibaly, j'ai pas parlé de Magassa, qui n'ont pas trop joué finalement, qui nous ont pas trop impressionnés. J'ai oublié qui d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, les joueurs que j'ai pas parlé, c'est des joueurs qu'on a très très peu vus et qui nous auront pas forcément impressionnés. Moi, j'ai essayé de parler de ceux qui ont beaucoup joué et ceux qui nous auront amenés à la victoire finale, qui est le podium et la Ligue des Champions. Alors rapidement, je ne vais pas faire un top et flop de la saison, j'aimerais juste parler de quelques joueurs qui ont été pour moi mes satisfactions et mes flops. Honnêtement, si je devais retenir les 2 joueurs qui m'ont le plus impressionné cette saison, ou les 2-3 joueurs qui m'ont impressionné, c'est Singo, Akliouche et Majeki. Voilà, je retiendrai ces 3-là qui ont été pour moi forts dans la progression. Un Singo qui est arrivé en patron direct, qui a été un rock défensif, un patron, un capitaine dans l'âme, un aboyeur, un mec très technique qui peut s'adapter sur le côté droit, dans l'axe, à gauche, enfin vraiment un mec en or qui a en plus gagné la Coupe d'Afrique des Nations, donc qui a été vraiment, qui a vécu vraiment une saison exceptionnelle. Mais moi, si je devais retenir les trois tops de la saison, les 3 réussites, c'est Singo, c'est Akliouche qui lui est arrivé comme un jeune et qui a commencé à monter en puissance, qui a commencé quasiment à être titulaire sur la fin, qui a commencé à faire des performances fortes en sachant qu'il était très fébrile dans les saisons d'avant, dans les matchs d'avant où il était taillé comme une allumette et qui physiquement n'arrivait pas à s'adapter à la Ligue 1, et là il commence à s'adapter à la Ligue 1, il prend de la confiance, il prend de la force physique, techniquement il ose des trucs, il est vraiment très 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 fort et j'ai très 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 envie de le voir la saison prochaine avec des mois d'expérience, une saison d'expérience, et puis voilà, il vieillit, il commence à connaître l'équipe, l'entraîneur, l'entourage et tout, Monaco, et ça progresse bien, et un petit peu comme Ben Seguir, moi à Akliouche, j'ai été très très impressionné de ce qu'il a proposé en fin de saison. Donc Singo, Akliouche et Majeki qui est passé devant Keun tel un miracle et qui a été très 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 performant et qui a gagné sa place de titulaire alors qu'on le voyait absolument pas en arriver là, en sachant qu'on l'a acheté il y a quelques années, il a été prêté à Bruges et tout ça, mais on ne pensait pas qu'il pourrait s'imposer à Monaco. Eh ben si, il a réussi. Donc pour moi, les 3 satisfactions, c'est ça. Singo, Akliouche, Majeki. Au niveau des flops, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au niveau des gardiens, Keun a été une grosse déception. On pensait qu'il arrivait comme titulaire et qu'il aurait été au-dessus de Nubel, qu'il allait être vraiment le gardien qui allait enfin nous sécuriser les cages. Et puis pas du tout, il a fait beaucoup d'erreurs, un petit peu comme Nubel, il a été très très souvent mis en difficulté, et Majeki lui est passé devant. Donc grosse déception. Et enfin Balogun qui est arrivé comme une star, et on l'a acheté très très cher, on pensait qu'il allait nous mettre 10, 15, 20 buts dans la saison facilement, un peu comme il a fait à Reims, et il n'a pas réussi à s'adapter, il est arrivé, il s'est complètement étouffé, il a complètement disparu dans des matchs où il n'est pas ridicule, parce que si on observe vraiment les matchs, il ne fait pas rien. C'est-à-dire qu'il a une grosse activité physique, il décroche beaucoup, il récupère des ballons, il oriente, il a marqué des buts aussi. Il ne fait pas une saison catastrophique comme Minamino a pu le faire, mais de par l'attente qu'on en avait, il est complètement passé à travers sa saison, il a tout raté. Il s'est éteint, et maintenant on attend la nouvelle saison pour le remettre en valeur en sachant
que Ben Yedder n'est déjà plus là parce qu'il ne prolongera pas le contrat. Et donc Balogun, logiquement, devrait être titulaire la saison prochaine. Et on l'espère, buteur, en confiance et revigoré par un Adi Hütter qui l'a beaucoup pris en grippe, notamment en fin de saison, mais qui, on l'espère, sera fort la saison prochaine, dans une saison qui quand même nous attend bien costaud. Bien costaud. Alors, je voulais dire un petit mot sur cette saison aussi, sur le gros point noir de la saison, c'est les blessures et les suspensions. C'est-à-dire qu'on a vécu une saison assez catastrophique à ce niveau-là. On a eu beaucoup de blessures graves, les croisés. On a eu beaucoup de petites blessures. On a eu beaucoup de problèmes musculaires, osseux. Voilà, toutes les semaines, il y avait des problèmes de blessures à l'entraînement. Il y avait des joueurs qui étaient sur le flanc, souvent. Ça a été, alors pas trop les gardiens, mais beaucoup de défenseurs, beaucoup de milieux de terrain, beaucoup d'attaquants. Tout le monde y allait un petit peu de sa blessure. Et on a du mal à comprendre comment un club, une équipe peut se blesser autant et comment une équipe peut avoir autant de blessures graves. Donc on avait quand même les croisés 3 ou 4 fois, je crois, cette saison. On a vu le petit Koulibaly qui s'est fait très mal sur le dernier match. Donc vraiment une constance dans les blessures cette saison. Et ça, on se demande, nous les supporters, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement, mais on se demande si le travail effectué par Hütter la semaine ne favorise pas peut-être des fragilités physiques, en sachant qu'on n'avait pas de Coupe d'Europe, donc on jouait qu'une fois par semaine. Mais peut-être que les travaux en entraînement étaient peut-être trop intenses ou pas assez intenses. Peut-être qu'ils poussaient à fond les joueurs qui se pétaient en entraînement, parce qu'en match, comme il faut un pressing fort, un pressing constant, un pressing haut, vraiment courir partout pour essayer d'aller vers l'avant, peut-être que c'est ça qui fait que le travail en semaine fait que les joueurs se donnaient à fond aussi et se pétaient. Donc on ne sait pas. On ne sait pas comment on en est arrivé là, mais la saison prochaine, il va falloir arrêter d'avoir autant de blessures graves, parce qu'avec un effectif réduit, on peut vite se retrouver dans un bricolage qui nous amène à perdre des points et à faire des grosses bêtises dans des calendriers qui vont être un peu fous. Après, il y a les suspensions aussi. Ça va avec les blessures, c'est-à-dire que ce que demande Adi Hütter, l'engagement total, le pressing, le jeu vers l'avant, le fait de ne jamais lâcher le porteur adverse et d'être toujours en pression, eh bien, on a vu des joueurs qui faisaient beaucoup de fautes et qui prenaient beaucoup de cartons, des cartons jaunes, des cartons rouges. Et toute la saison, on a eu dans l'effectif des suspendus de petites, de moyennes et de longue durée. Donc tout ça a fait que cette saison, ça a été vraiment un gros problème, l'infirmerie et les suspensions. Donc ça, l'année prochaine, j'espère qu'ils vont travailler là-dessus pour en avoir beaucoup moins de blessures importantes, beaucoup moins de suspensions et travailler le mental des joueurs, parce que on a vu des gens comme Golovin, par exemple, se prendre des expulsions suite à des mots, à des attitudes extrêmement bizarres de la part de joueurs énervés et de joueurs qui n'arrivaient pas à maîtriser ses nerfs. Donc tout ça, il va vraiment falloir le changer la saison prochaine. Alors, on va conclure avec le mercato. Le mercato à venir, parce que ça y est, la saison est finie. Le mercato commence le 1er juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on se demande un petit peu quelle équipe va avoir Monaco, quels joueurs vont partir, quels joueurs vont rester. Ça a déjà commencé, on a déjà des infos importantes. Scuro, le directeur sportif, a donné des interviews, a expliqué que la saison prochaine, eh bien, le projet ne changerait pas, que le groupe ne changerait pratiquement pas, qu'ils allaient garder une certaine constance. Alors c'est une bonne chose, on va pas se mentir. Changer 10-15 joueurs chaque saison, c'est pas une bonne idée quand on veut avoir des résultats et quand on veut avoir de la constance. C'est valable dans la vie, c'est valable dans le sport. Donc ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Il va falloir ne pas changer grand-chose et garder des titulaires et une équipe forte qui se connaît, qui a déjà joué ensemble cette saison, avec un Adi Hütter qui a fini par connaître par cœur ses joueurs. Donc selon Scuro, on va avoir une certaine constance, et visiblement au mercato, on va être ouvert aux discussions pour des joueurs, hein, bien sûr, Fofana, Maripane peut-être, des jeunes peut-être aussi, je ne sais pas. Je pense que le marché va être ouvert, mais visiblement l'objectif de Scuro et de Monaco, c'est de garder
ses jeunes, c'est de garder quand même ses titulaires, en sachant qu'on va en libérer quelques-uns. Donc moi, personnellement, je partirais sur un défenseur qui va partir, un milieu de terrain, un attaquant. L'attaquant est déjà parti. Ben Yedder est parti. Donc j'aimerais lui rendre hommage dans cette vidéo en lui disant qu'il a eu pour moi un passage extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a mis une tonne de buts. Et pour un avant-centre et un attaquant, c'est ce qu'on lui demande. Il n'a peut-être pas gagné des trophées avec Monaco, il n'a peut-être pas réussi à jouer la Ligue des Champions, mais il nous y a emmené cette saison. Je ne parlerai pas de ses problèmes extrasportifs, parce que j'y connais rien et que je suis pas magistrat, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge. Moi, je jugerai Ben Yedder quand il sera jugé et que la justice aura tranché sur son sort. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais sur le terrain, il a été fort, quoi. Il a été très très fort. Il a 33 ans. Il a vieilli, il est moins bon qu'avant, mais quand il est arrivé, moi je trouve qu'il a brillé, il a marqué beaucoup de buts, il nous aura amené quand même pas mal de victoires. Et rien que pour ça, je le remercie, parce que c'est du football. Hein. Et au football, un attaquant, qu'est-ce qu'il doit faire? Marquer des buts. Donc Ben Yedder est parti. Donc là, on se retrouve avec une attaque l'année prochaine, pour l'instant, avec Mbolo, Balogun, Boadou, Efekele, et éventuellement une recrue. On parle de 3 joueurs là qui seraient pistés pour Monaco. Donc Mikotadze de Metz, un joueur, l'attaquant de Salzbourg, je crois Konaté il s'appelle, et Borja de Chelsea qui était prêté à Fulham, donc ça je connais pas beaucoup. Mais visiblement, c'est Mikotadze qui tiendrait la corde. Donc Mikotadze, c'est un super joueur, c'est un profil à la Ben Yedder, c'est un buteur. On ne sait pas ce que ça va donner dans un club de plus haut niveau. Il a été à l'Ajax, il n'a pas fait grand-chose. À Metz, il a cartonné. Maintenant, à Monaco, s'il est dans la rotation avec une doublette Mbolo-Balogun, moi, je pense que ça peut le faire. Donc Ben Yedder est parti. Au milieu de terrain, on parle quand même d'un départ de Fofana. Fofana qui est quand même... qui va faire l'Euro et qui, visiblement, a pas mal de grands clubs qui le suivent. On parle du Milan AC, on parle de clubs en Angleterre... Non, je pense que Fofana va sûrement partir. Et puis derrière, on a Maripane, voilà, qui est vieillissant et il lui reste 1 an de contrat et qui pourrait éventuellement partir. Donc Skuro nous a dit peut-être un joueur par ligne. Donc un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Donc je viens de vous dire les 3, Maripane, Fofana, Ben Yedder. Donc rassurez-vous, ça n'en restera pas là. Je pense que le mercato va être un peu plus large que ce qu'il dit. On va pas perdre 3 joueurs pour en prendre 3 et stopper le mercato. Le mercato, c'est un marché. Monaco va être attaqué de partout. Monaco va sûrement avoir des opportunités pour prendre des joueurs, peut-être des jeunes, peut-être des joueurs un peu plus expérimentés. Donc, attention à ce que dit Skuro. Je ne pense pas qu'il va annoncer dans les médias son projet, mais ça va bouger. Ça va bouger et on attend le 1er juillet pour voir un petit peu ce que ça va donner, en sachant que l'année prochaine, c'est le centenaire, que c'est la Ligue des Champions, qu'il va falloir un effectif un peu plus large, même si Skuro n'est pas d'accord. Et Skuro nous a comparé au Paris Saint-Germain qui partait avec un effectif de 19 ou 20 joueurs pour jouer 3 compétitions dans un nouveau format de Coupe d'Europe. Et aucun club français n'arrive à suivre, à part le Paris Saint-Germain. Donc je ne sais pas comment il va construire son équipe, en sachant que si on continue les blessures et les suspensions, on va en chier. Bon, bref, ça c'est les déclarations de Skuro. Maintenant le mercato, on l'espère fort, on l'espère intelligent. Et on espère aussi pas trop démonter l'équipe qui tourne bien cette saison avec un Adi Hutter qui connaît très très bien son groupe à présent. Voilà, donc mes ambitions sportives pour l'année prochaine, c'est celle-là. C'est un bon mercato. Et puis, podium de Ligue 1 l'année prochaine. Ligue des Champions, on espère briller. Je ne dis pas aller en finale, hein, mais briller, c'est passer les premiers tours et puis aller le plus loin possible pour un club comme Monaco qui se doit d'être fort en Coupe d'Europe et puis de briller. Moi, je n'ai pas envie de revivre les Ligues des Champions catastrophiques où on était dernier et on se faisait plumer par n'importe quel club européen. Donc bien figurer en Ligue des Champions, finir podium de la Ligue 1 et pour le centenaire, faire un truc en Coupe de France, quoi, hein. Si on peut éviter le PSG, bien évidemment. Mais faire un truc en Coupe de France, franchement, gagner un trophée l'année prochaine, ça serait sensationnel. Sensationnel.
Donc voilà, donc je vais clôturer mon bilan là-dessus. C'était un peu riche, je suis un peu parti dans tous les sens, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. Et puis ben voilà, j'ai envie de clôturer ce bilan en rappelant que la saison, la saison qui est passée a été réussie. Finir deuxième, ne plus jouer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, c'est formidable. On a très très envie de revoir l'AS Monaco avec les petites étoiles au stade Louis II, la musique de la Ligue des Champions et les adversaires très 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 costauds. Et puis maintenant, ben, on attend le mercato. Voilà, parce que le mercato, ça va nous prendre juillet, août, ouais, 2 gros mois quoi. Donc il va falloir que Scuro et que Adi Hutter soient très très intelligents. Et puis surtout, qu'on continue sur notre lancée. Il n'y a plus que ça à faire. Voilà, eh bien, je conclus là-dessus. Je vous dis un gros daguemonigou. Je vous dis à très très vite pour Monaco. Alors, je vais essayer de faire des bilans mercato, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, à part le départ de Ben Yedder, qui est quand même une grosse bombe atomique au sein du club. Mais voilà, il n'est plus là, on va faire sans lui. Et puis donc je ferai quelques vidéos. Et puis en attendant, vous pouvez me suivre sur l'autre playlist où je continue de faire des critiques de cinéma et de séries. J'adore faire ça. Et donc vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis on se retrouve très vite pour du cinéma, des séries et de l'AS Monaco dès qu'il se passe un truc. Salut, à très vite les copains.